Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 24 janvier, dont voici les principaux titres. Le Burkina Faso, par la voix de son porte-parole, a confirmé sa volonté de voir les troupes françaises quitter le pays d'ici un mois. Des annonces et une attitude critiquée par certains spécialistes qui ne voient dans ces décisions que du populisme. L'Organisation mondiale de la santé demande 2,5 milliards de dollars pour faire face aux nombreuses crises que notre monde devrait subir cette année, tout en rappelant que 54 crises sanitaires sont déjà en cours dans le monde. Et pour terminer cette édition, nous nous rendrons au Gabon où, après 2 éditions annulées pour cause de Covid-19, c'est le grand retour de la Tropical Amissa Bongo qui va se dérouler du 23 au 29 janvier. Nous vous en parlions hier, c'est officiel, le Burkina Faso a bien demandé le départ des troupes françaises de son sol, une information confirmée hier par le porte-parole du gouvernement. Cette demande, pour Mahamadou Sawadogo, expert en sécurité, n'est rien d'autre que du populisme. Émeric Touragnon. La question que moi-même je me pose, étant acculé de toutes parts, est-ce qu'on est prêt à être autosuffisant sur le plan militaire et aussi est-ce qu'on est prêt à assumer cette conséquence? Comme cet expert en sécurité, de nombreux spécialistes s'interrogent sur l'avenir de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso après la décision du gouvernement burkinabé de se séparer de la force française Sabre. Pendant plusieurs mois, des manifestants à Ouagadougou et dans d'autres villes du pays ont dénoncé cette présence militaire française qu'ils accusent d'être inefficace face à la recrudescence du terrorisme au Sahel. Des mouvements de protestation qui auraient, selon l'expert, motivé la décision des nouvelles autorités burkinabées. La rue a accéléré le processus et c'est ça vraiment que je trouve dommage parce que normalement un État et un gouvernement devraient quand même prendre le temps. Pour moi, on aurait dû prendre le temps, même si on va dénoncer ces accords, prendre le temps de mieux se préparer et de ne pas être dans l'émotion. Parce que lorsqu'on est dans l'émotion, on fait beaucoup d'erreurs. Si dans les rues au Burkina Faso, on accuse la France d'avoir été inefficace face à la montée du djihadisme dans le pays, l'expert Mahmoudou Sawadogo ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, les forces françaises ont fait au-delà de la normale. Elle a contribué à maintenir le Burkina debout, ça c'est un, mais aussi elle a contribué à dédouaner les politiques et les politiciens. Pourquoi je dis ça? Parce que à cause d'elle, comme elle était disponible et aux besoins et au gré des politiques, ils n'ont pas vu la nécessité d'armer, d'équiper. Et on s'est retrouvé après plusieurs années de lutte sans aucun équipement militaire. Depuis quelques mois, les autorités actuelles du Burkina Faso appellent à une mobilisation nationale pour lutter contre le terrorisme. À cet effet, plus de 50 000 hommes ont été recrutés récemment pour renforcer l'effectif des volontaires pour la défense de la patrie. Au-delà, le gouvernement a demandé à la population des souscriptions volontaires sur le revenu mensuel pour contribuer à l'effort de guerre. L'objectif est clair et la ligne désormais bien tracée, la sécurité des Burkinabés au Burkinabé. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Selon les autorités de la transition, la demande de départ des forces françaises n'est liée à aucun événement en particulier, mais elle tient plutôt de la volonté des Burkinabés d'être les acteurs premiers de la reconquête de leur territoire. Au Togo, jeudi dernier, Madame Yawa Zegbedit Ségan, la présidente de l'Assemblée nationale, a lancé les travaux de la conférence parlementaire sur le terrorisme et l'extrémisme violent impliquant des jeunes. Selon la présidente de l'Assemblée, la société civile a un rôle à jouer dans la prévention du terrorisme. Reportage de notre correspondant local, Nicolas Louya. C'est une rencontre qui témoigne de l'engagement des États africains à s'attaquer aux racines du terrorisme. À Lomé, les parlementaires des États d'Afrique se sont mobilisés autour d'une conférence de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent, où il a été essentiellement question des stratégies à adopter pour lutter contre le fléau qui continue de faire ravage sur le continent. Cette conférence fait partie d'une stratégie d'engagement que nous avons développée, y compris par l'établissement d'un office, d'un bureau d'engagement parlementaire dans la lutte contre le terrorisme que nous avons établi avec
le Conseil de la Choura de l'État du Qatar qui nous soutient à fond. À travers ce cadre d'échange, les élus du peuple se sont penchés sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'associer les jeunes à la lutte. Les jeunes se sentent marginalisés et deviennent des cibles faciles pour toutes les aventures et tous ces vendeurs d'illusions. En effet, chers collègues, nous sommes confrontés avec cette réalité pénible et c'est devenu impératif de réfléchir à la question de la jeune, de son emploi, de son chômage des jeunes et formuler des recommandations qui pourront être adoptées par nos parlementaires. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale togolaise a salué la pertinence d'associer les parlements à la dynamique de recherche et de solutions concertées. Je me réjouis de cette convergence d'actions multi-acteurs. Système des Nations Unies, Organisation mondiale et Organisation continentale des parlements nationaux, réunis pour rechercher les voies et moyens permettant d'endiguer cette menace. Parmi les participants, des représentants de nombreux pays africains, notamment le Burkina, le Ghana, le Nigeria, mais aussi les pays du G5 Sahel, dont le Niger, qui plaident aussi pour un changement d'approche. Je pense que la meilleure façon de responsabiliser les jeunes face au terrorisme est d'abord de les préparer mieux à résister au chant des sirènes des réseaux terroristes qui s'en servent comme des chairs à canon. Il faudrait que par une meilleure prise en charge, la jeunesse trouve la force psychologique nécessaire pour se positionner en adversaire résolu du terrorisme et puisse ainsi contribuer à faire échec à ses commanditaires. Les assises de Lomé ont permis d'exhorter les États africains à intensifier davantage la lutte et envisager les moyens pour accroître la représentation globale des jeunes dans les prises de décision. Alors que l'Ukraine s'apprête à commémorer le début de l'invasion russe le 24 février prochain, l'Afrique du Sud semble se positionner dans le conflit. Si elle n'a jamais condamné la Russie pour son invasion, elle a tout de même fait savoir qu'elle espérait une fin pacifique au conflit. Aymeric Torignon. Une poignée de main, preuve des bonnes relations entre l'Afrique du Sud et la Russie. À Pretoria, la capitale sud-africaine, ce lundi, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est entretenu avec son homologue sud-africaine. Parmi les sujets abordés par les diplomates, le conflit russo-ukrainien. L'Afrique du Sud, critiquée pour sa neutralité depuis le début de cette guerre, se dit plutôt favorable à une résolution pacifique du conflit. Pour l'Afrique du Sud, nous disons constamment que nous serons toujours prêts à soutenir la résolution pacifique des conflits sur le continent et dans le monde entier. L'Afrique du Sud croit que la seule voie vers la paix passe par la diplomatie, le dialogue et l'adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies, y compris le principe selon lequel tous les États membres s'efforceront de régler les différends par des moyens pacifiques. À l'international, la visite de Sergei Lavrov en Afrique du Sud suscite de vives critiques. Pour certains, qui voient un soutien de la puissance africaine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, l'Afrique du Sud vient de passer un cap en déclarant être amie de la Russie lors de cette rencontre. Mais pour la chef de la diplomatie sud-africaine, cette visite n'est pas une caution de son pays à la guerre en Ukraine. Il est donc important que je mentionne, au nom de l'Afrique du Sud, notre souhait sincère que le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine prenne bientôt fin, de manière pacifique par la diplomatie et la négociation, car nous sommes convaincus que c'est le souhait du monde entier. Moscou s'est dit plusieurs fois prête à un dialogue sérieux avec l'Ukraine à condition que celle-ci accepte l'annexion de plusieurs territoires. Mais Kiev, de son côté, réclame un retrait total des forces russes avant tout dialogue. Pour le moment, les discussions entre les deux pays sont au point mort.
Le Cameroun dément avoir autorisé le Canada à mener des pourparlers dans la crise anglophone. Aucun pays étranger ou organisation extérieure n'a reçu un rôle de médiateur ou de facilitateur, précise le porte-parole du gouvernement camerounais. La ministre canadienne des Affaires étrangères avait pourtant soutenu avoir déjà tenu 3 réunions au Canada avec des représentants du gouvernement du Cameroun et des représentants des groupes séparatistes anglophones. Un reportage de Chimène Baleba, Pierre Parfait Dongo et Cyril Guijoy. L'État du Cameroun n'a confié à aucun pays ni entité extérieure un quelconque rôle de facilitateur pour régler la crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Des éclaircies de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, qui viennent sanctionner le débat sur une éventuelle médiation canadienne. Il y a quelques jours, Ottawa, par le biais de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait affirmé que les autorités canadiennes ont accepté de mener des pourparlers en annonçant bien sûr l'enclenchement d'un processus de paix entre le gouvernement et les rebelles ambazoniens. D'autres sources révèlent que des rencontres ont déjà eu lieu à Mont-Tremblant au Québec ainsi qu'à Toronto à l'Ontario. Ces rencontres ont permis aux différents belligérants de négocier et établir une feuille de route vers un potentiel accord de paix. Cette annonce, telle une bouffée d'oxygène, a dominé la une des journaux lundi matin. À ces propos, le chef du département ministériel de la communication a rappelé les efforts menés par le Cameroun pour décrisper les tensions. Il s'agit de l'implémentation des recommandations du Grand Dialogue national de 2019, la reconstruction des zones en crise et l'assistance aux populations sinistrées. Dans ce sillage, le président Paul Biya avait initié un statut spécial aux régions anglophones qui se traduit au plan de la décentralisation par des spécificités dans l'organisation des 2 régions. Selon les autorités canadiennes, ce conflit qui dure depuis 2016 a déjà fait au moins 6 000 morts. Le porte-parole du gouvernement camerounais a salué le rôle joué par les États-Unis d'Amérique pour traduire en justice certains auteurs de ces crimes odieux. Autre grand titre de notre actualité, Tedros Ghebreyesus, le secrétaire général de l'OMS, demande 2,5 milliards de dollars pour répondre aux urgences sanitaires en 2023. Pour l'Organisation mondiale de la santé, entre les guerres, les catastrophes climatiques ou encore les épidémies, ce ne sont pas moins de 54 crises sanitaires, dont 11 urgentes, qui se cachent et auxquelles notre monde va devoir faire face. Soukaina Skali. L'Éthiopie et ses civils bloqués dans des camps de fortune, l'Ukraine plongée dans la guerre ou encore le Pakistan frappé par la sécheresse. À travers le monde, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 54 crises sanitaires simultanées. Elles mettent en péril la santé de la population et exigent des mesures exceptionnelles. Nous assistons à une convergence sans précédent de crises qui exige une réponse sans précédent. Le monde ne peut pas détourner le regard et espérer que ces crises se résolvent d'elles-mêmes. Selon l'ONU, le nombre de personnes dans le besoin monte en flèche. Cette année, 339 millions d'individus dans le monde auront besoin d'une aide d'urgence. Une augmentation de près d'un quart par rapport à 2022. Pour parvenir à cette aide, l'Organisation mondiale de la santé espère lever 2,54 milliards de dollars. Des fournitures et des compétences médicales spécialisées sont nécessaires immédiatement. Si nous ne voulons pas abandonner les malades aux catastrophes, à la maladie et à la mort, je veux plaider auprès des donateurs pour qu'ils répondent d'urgence pour financer les vaccins, les traitements, les équipements et les expertises médicales. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'OMS, l'organisation qu'il dirige répond actuellement à 11 crises classées au niveau d'urgence le plus élevé possible, nécessitant une réponse de grande envergure. La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, est en Zambie pour participer à un certain nombre de projets conjoints avec des représentants du gouvernement zambien. Lors de son discours prononcé à l'Institut national de santé publique de Zambie, la secrétaire d'État a rappelé l'importance de la sécurité sanitaire dans le partenariat qui unit les États-Unis et la Zambie. On l'écoute. La sécurité sanitaire a été un pilier essentiel du partenariat entre la Zambie et les États-Unis au cours des 2 dernières décennies, principalement par le biais du PEPFAR et des investissements du gouvernement zambien dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous continuons à élargir ce partenariat. Il est important de financer durablement nos institutions de santé publique, car le coût de la préparation est dérisoire par rapport au coût humain et économique des futures menaces sanitaires, comme nous l'avons tous constaté avec le Covid-19.
Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus au Sénégal pour le sommet Dakar 2. Le Kirundi qui devient la langue de travail au Burundi et au moins 23 civils qui ont été tués dans une nouvelle attaque des ADF dans l'est de la RDC. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou. Au Sénégal, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus dès mercredi au sommet de Dakar 2 sur l'agriculture. Le sommet Dakar 2, co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, se tiendra sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Objectif, trouver des solutions aux questions de l'insécurité alimentaire qui touchent le continent. Le Sénégal table sur une levée de financement à hauteur de 1600 milliards de francs CFA, soit près de 3 milliards de dollars pour atteindre cet objectif. Lors du premier sommet qui remonte en 2015, la BAD et ses partenaires ont injecté 7 milliards de dollars et touché 74 millions d'agriculteurs en 6 ans. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a ordonné dimanche l'utilisation du Kirundi, langue locale nationale, dans toutes les réunions officielles de l'exécutif. Jusqu'à dimanche, le français était la seule langue officielle utilisée dans l'administration, l'enseignement et la législation. Désormais, le Kirundi, langue parlée et comprise par tous les Burundais sur toute l'étendue du territoire, devient la langue de travail du Burundi. Depuis l'adhésion du pays à la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'anglais et le Kiswahili, deux principales langues utilisées dans la région, sont obligatoirement enseignées depuis la première année de l'école primaire. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 23 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque attribuée aux ADF, forces démocratiques alliées affiliées au groupe djihadiste État islamique. Considérés comme l'un des groupes armés les plus meurtriers dans la région orientale de la RDC, les ADF sont régulièrement soupçonnés d'attaques meurtrières dans la région. Leur dernière action d'envergure remonte au 15 janvier. Au moins 14 personnes avaient été tuées et 63 autres blessées dans un attentat à la bombe dans une église. Retour en France où la réforme des retraites fait toujours la une de l'actualité, avec notamment le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a fermé la porte lundi à un recul du gouvernement sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soulignant que revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre du système. On l'écoute. Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de ramener le système à l'équilibre en 2030. Par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la campagne de l'élection présidentielle, lorsque le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans, nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. En Ukraine, le président Zelensky a déclaré lundi que des changements seraient effectués à de hauts postes du gouvernement et à des postes régionaux suite aux révélations de la presse sur des achats présumés de provisions pour l'armée à des prix gonflés. Conséquence directe de cette annonce, ce mardi, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont annoncé leur démission, dont celle du vice-ministre de la Défense. Avant de terminer cette édition, un mot de sport avec cette bonne nouvelle pour les amoureux de la petite reine. La Tropicale Amissa Bongo est de retour sur les routes du Gabon après 2 éditions annulées pour cause de Covid-19. Mathieu Nicolas. C'est sous les acclamations du public qu'il franchit la ligne d'arrivée. 12 ans qu'il attendait ça. Lundi, Geoffrey Soupe, le coureur français, est arrivé en tête de la première étape de la Tropicale Amissa Bongo, course emblématique du continent africain. Après 2 ans d'absence due au Covid-19, la Tropicale Amissa Bongo a fait son comeback. Première étape et première victoire pour le coureur français qui n'avait rien remporté depuis 2011. À l'époque, c'était aussi sur la Tropicale. J'avais pas regagné depuis et je crois que je suis dans la bonne équipe. Total me donne beaucoup de confiance et je crois que ça fait énormément de bien et ça pousse de se sentir dans un collectif et suivi, quoi. Dans les rues, l'ambiance était au rendez-vous. Beaucoup d'habitants de Bitam à Oyem étaient là, notamment les plus petits, pour voir des sportifs professionnels de leurs propres yeux. Une course qui avait manqué aux plus férus de vélo.
Je pense que ce qui leur manque, c'est la compétition. Ils n'ont pas cette chance, il y a très peu de compétition en Afrique. Et comme ils ne sont pas les plus performants, on ne les invite pas en Europe. Pour le retour de la Tropicale à Missa Bongo, la deuxième étape partira mardi d'Oyem pour une arrivée à Midzik. Un total de 108 km pour cette deuxième étape où Geoffrey Soupe portera le maillot jaune sur les épaules pour la deuxième fois de sa vie. Et on termine cette édition avec cette étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science qui stipule que les éléphants des forêts tropicales favorisent le développement des arbres utiles pour lutter contre le réchauffement climatique en piétinant les petits arbres sur son passage qui sont en concurrence avec les arbres plus grands pour la lumière, l'eau et l'espace. C'est la fin de votre édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, bonne journée à tous et à demain. Au revoir.